2 chiffres, c'était une Sahel parmi les régions les plus riches en ressources, mais longtemps maintenue parmi les plus pauvres par un système jugé verrouillé. Face à ce paradoxe, l'irruption d'un projet ferroviaire financé sans dons, sans prêts et sans tutelle vient fissurer la logique qui semblait régner sans partage. Que change concrètement, pour celles et ceux qui vivent au Sahel, le choix de dirigeants comme Ibrahim Traoré de miser sur les ressources internes pour redéfinir l'indépendance au quotidien? Un nouvel horizon apparaît, fragile mais déjà nettement perceptible. Ce récit promet de dévoiler comment 3 États sahéliens ont tenté de rompre avec un modèle économique qui, pendant des décennies, les maintenait dans une dépendance structurelle. L'enjeu annoncé comprendre, de manière précise et fondée sur les faits disponibles, quels leviers réels peuvent soutenir une autonomie durable pour des pays longtemps soumis à des contraintes extérieures. Cette promesse de clarté offrir une analyse qui distingue les choix politiques, les effets logistiques et les constituent ici l'intérêt majeur pour le spectateur. Dans cette trajectoire, le chemin de fer à grande vitesse apparaît comme une matrice permettant de relire autrement la souveraineté. Il touche à la circulation des biens, à la stabilisation des territoires et à la capacité si une infrastructure conçue pour fonctionner sans prêteur extérieur modifie déjà lorsque l'ensemble du corridor sera opérationnel. Ce projet ne concerne pas seulement un réseau, mais la possibilité même de redéfinir les marges de manœuvre du Burkina Faso, du Mali et du Niger. La révélation initiale apparaît en avril 2025. 3 pays sahéliens annoncent la création d'une ligne ferroviaire à grande vitesse financée exclusivement par leurs propres ressources, un geste qui rompt avec des décennies de dépendance aux bailleurs extérieurs. Dans le même mouvement, une seconde rupture, sans aucune conférence internationale, aucun prêt du FMI ni de la Banque mondiale, seulement une signature commune affirmant la volonté de faire autrement. Ces deux éléunes, dates précises et une décision institutionnelle sans pressé constituant le premier jalon mesurable de la transformation. À partir de ce point, le paysage s'éclaire sous un angle nouveau. Pendant des décennies, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont évolué dans un système éenclavement géographique, corridor d'exportation conçu pour servir des partenaires extérieurs, infrastructures orientées vers l'extraction plutôt que vers la construction d'un marché interne. Les grandes routes servaient avant tout à acheminer minerais et matières premières vers des ports lointains, perpétuant une économie tournée vers l'extérieur. C'est précisément ce contexte qui donne sa portée singulière au projet ferroviaire. En rompant avec l'idée que seul un financement international peut déclencher une transformation d'envergure, les 3 États renversent un paradigme ancien. Le récit de la dépendance fait partie une partie des élites considérait les prêts conditionnés comme inévitables, tandis qu'une autre dénonçait un système qui entretenait la pauvreté. L'intervention d'acteurs politiques comme Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce débat, défendant une autonomie fondée or, uranium, coton et orientée vers un développement sans tutelle extérieure. Le rail devient alors bien plus qu'un système nerveux destiné à relier des capitales enclavées, rapprocher les marchés intérieurs et réaffirmer la souveraineté sur des zones longtemps disputées. Sous cette lentille, les premiers LS projets ne se contentent pas de connecter des territoires, ils recomposent les liens entre économie, sécurité et capacité politique. La figure conductrice de cette séquence, les habitants du Sahel qui, pendant longtemps, ont observé à distance des décisions économiques prises loin de leur réalité quotidienne. À travers leur expérience, les premiers effets du projet ferroviaire deviennent perceptibles bien avant son achèvement. Cette approche par le terrain permet de comprendre comment une infrastructure encore partielle peut déjà remodeler des pratiques ancrées depuis des décades, illustre ce basculement.
Dans la périphérie de Niamey, des producteurs agroalimentaires remarquent que les temps d'acheminement vers les centres urbains diminuent dès l'ouverture des premiers tronçons. Même sans données chiffrées complètes, la source indique que des récoltes cessent de se perdre en route, signe d'une logistique plus stable. Ce changement, encore modeste, agit comme un réveil, montre qu'une transformation peut commencer avant même la consolidation totale du RECA prend forme à Ouagadougou. Des jeunes commerçants, autrefois dépendants de routes aléatoires traversant des zones instables, observent que les flux interurbains deviennent plus prévisibles lorsque de nouvelles gares et plateformes de fret s'organisent autour du corridor. Cette prévisibilité redéfinit leur capacité à planifier, investir et maintenir des stocks réguliers. Même en l'absence de volume massif, la dynamique interne se transforme, car les acteurs locaux réévaluent le coût du transport, la sécurité des flux et l'utilité des marchés régionaux. Ainsi, ces premiers indices montrent que le rail ne modifie pas seulement l'organisation territoriale, il change la manière dont les acteurs économiques perçoivent leur propre marge d'action. La question de fond devient alors simple et dès pourquoi ces signes préhilent à bouleverser les attentes locales. Le déclencheur surgit avec une clarté: trois capitales sahéliennes alignent leurs priorités et affirment qu'un projet entièrement financé par des ressources internes peut devenir la colonne vertébrale d'un nouvel espace économique. Cette affirmation surprend car les grandes infrastructures africaines ont longtemps été conditionnées par des prêts extérieurs assortis d'exigences strictes. Ici, les gouvernements annoncent que l'or, l'uranium, le coton et l'énergie constitueront l'assise du financement, brisant une logique ancienne et ouvrant une possibilité nouvelle. La montée commence aussitôt. Les équipes techniques tracent des itinéraires ferroviaires potentiels, ciblent les zones agricoles, minières et industrielles, puis hiérarchisent les corridors selon leur utilité régionale. À Ouagadougou, Bamako et Niamey, des réunions successives redéfinissent les nœuds logistiques, intégrant gares de fret, systèmes de signalisation numérique et une autoroute parallèle chargée d'absorber les flux complémentaires. Le choix délibéré d'éviter les anciennes routes d'exportation, historiquement tournées vers les ports et l'intégration interne, devient prioritaire. Le chantier s'intensifie. Des zones dégagées accueillent les futures gares régionales, tandis que des entreprises locales, autrefois limitées à de petits travaux, participent désormais à l'édification d'un réseau présenté comme un système nerveux pour le Sahel. Des brigades d'ingénieurs circulent entre les capitales pour harmoniser la technologie, standardiser la signalisation et réduire les écarts structurels entre segments. Dans les discours officiels, Ibrahim Traoré insiste sur la nécessité de bâtir un ensemble cohérent, capable d'assurer la souveraineté logistique et la continuité des flux régionaux. Le point d'inflexion apparaît lorsque les premiers tronçons connectent réellement les bassins de production aux zones urbaines. Les producteurs agricoles y voient une occasion de récolte identifiée comme un obstacle majeur à la croissance locale. Les commerçants repensent leur chaîne d'approvisionnement, car les trajets irréguliers deviennent plus prévisibles. Les premiers effets ne reposent pas sur des volumes massifs, mais sur un changement dès la proximité économique gagne en valeur, la circulation se stabilise et les risques logistiques diminuent, les conséquences se multiplient, les marchés urbains absorbent davantage de marchandises. Les petites entreprises trouvent bonne plus facilement des débouchés régionaux, tandis que des industries émergentes voient dans la continuité ferroviaire un levier pour sécuriser leurs approvisionnements. Sur le plan institutionnel, la création d'une banque d'investissement réunit outils pensés pour verrouiller l'autonomie financière du projet et éviter un retour aux circuits anciens fondés sur les prêts conditionnés. Chaque étape agit comme une accélération. Le projet quitte le domaine de l'hypothèse pour devenir une mécanique opérationnelle. Les territoires enclavés se perçoivent autrement.
libérés progressivement de leur vulnérabilité logistique. Et derrière chaque avancée qui définit désormais la trajectoire du Sahel lorsqu'une infrastructure cesse d'être un outil d'extraction pour devenir un instrument de connexion. La progression du projet devient lisible à travers un ensemble limité mais solide d'indicateurs mentionnés dans la source. Le premier repère chiffré apparaît, cette date constitue un point de départ clair, un baseline temporel permettant d'observer l'évolution des dynamiques internes. À partir de ce jalon, les gouvernements sahéliens synchronisent les chantiers, multiplient les réunions techniques et réduisent progressivement les écarts structurels entre segments nationaux. Le point de départ, la coordination, autrefois irrégulière, se transforme en séquence de travail continu, révélant un changement mesurable dans le rythme institutionnel. Le deuxième repère quantifiable concerne la formation d'un réseau à présent dans la source comme un acteur collectif doté d'une masse critique nouvelle. Ce trio NIL constitue une unité opérationnelle qui supprime les délais imposés par les bailleurs internationaux. Le point de départ, en remplaçant les procédures extérieures par des mécanismes internes, les trois États accélèrent la prise de décision et hiérarchisent les priorités selon leurs besoins réels, non selon des critères externes. L'autofinancement devient ainsi une variable stratégique influençant la vitesse de déploiement et la gouvernance. Le troisième indicateur exploitable concerne la réduction des pertes agricoles observées dès l'ouverture des premiers tronçons. La source ne fournit d'aucun pourcentage, près une partie des récoltes ne se détériore plus en route. Le point de départ, le simple fait que les produits atteignent les marchés urbains en meilleures conditions, modifie directement la valeur économique de la production. Cette réduction non chiffrée mais attestée fonctionne comme un indicateur d'efficacité logistique, marquant une amélioration structurelle. En reliant ces trois mesures, l'analyse montre que le passage d'une infrastructure pensée pour l'extraction à une infrastructure conçue pour la connexion interne modifie déjà plusieurs paramètres d'acheminement, coordination institutionnelle, valeur des flux économiques. Si les coûts de transport ne sont pas chiffrés, trajets plus directs, prévisibilité accrue, baisse relative des pertes et des risques. Les petites entreprises, mentionnées dans la source comme particulièrement sensibles aux irrégularités logistiques, bénéficient directement de cette évolution. La meilleure synchronisation des flux transforme leur capacité à stabiliser les stocks. Les producteurs agricoles renforcent la valeur de leur chaîne de distribution. Les marchés urbains augmentent leur capacité d'absorption. Enfin, l'autonomie financière, absence de prêts FMI ou Banque mondiale, création d'une banque d'investissement est même un indicateur structurel. Même sans montant précis, la source montre que cette structure joue déjà un rôle d'amortisseur institutionnel, empêchant un retour aux circuits anciens. Le point de départ, gouvernance internalisée, délai raccourci, priorité réalignée. Ainsi, l'ensemble des données disponibles, bien que limitées, suffit à démontrer une transformation mesurable. Les deltas ne reposent pas sur des chiffres inventés, mais sur les Rependats, un collectif, une réduction qualitative des pertes. Ces signaux pris ensemble montrent qu'un réseau encore en construction recompose déjà les dynamiques économiques internes. Le premier argument, qui est en faveur du modèle traditionnel d'aide internationale, repose sur une idée: aucun projet d'envergure, surtout dans des pays enclavés et soumis à une instabilité chronique, ne peut réellement voir le jour sans capitaux extérieurs. Selon cette position, les infrastructures stratégiques nécessitent des garanties, une supervision technique et des dispositifs financiers que seules les grandes institutions multilatérales seraient capables d'offrir. Pour les partisans de cette approche, les dérives budgétaires, retard technique, gouvernance fragile
Il rappelle que de nombreuses infrastructures africaines ont été rendues possibles grâce à ces circuits de financement considérés comme indispensables à la stabilité des chantiers. À l'opposé, un second argument, tout aussi cohérent, insiste sur les dangers de la dépendance prolongée. Les prêts conditionnés, loin d'être neutres, influenceraient les priorités nationales, comprimeraient les marges de décision et maintiendraient les pays dans un cycle de vulnérabilité. La source souligne explicitement cette critique en mentionnant une élite dénonçant un mécanisme qui maintient la pauvreté. Selon cette vision, chaque clause attachée à un prêt devient un outil d'orientation politique plus qu'un simple mécanisme financier. La réponse issue du projet sahélien repose sur les faits disponibles. Financer une infrastructure sans contributions internationales n'a pas été présenté comme un geste idéologique, mais comme une décision structurelle visant à reprendre le contrôle des ressources et des priorités. La création d'une banque d'investissement réelle remplace les circuits anciens sans les reproduire. Elle permet aux trois pays d'aligner leur calendrier, de choisir leurs priorités et d'éviter les contraintes extérieures. Ainsi, le Stillman montre deux visions cohérentes et légitimes. Mais dans le cas précis décrit par la source, c'est la trajectoire sahélienne qui apporte la démonstration la plus concrète. L'autonomie financière n'est pas un concept abstrait, mais une mécanique institutionnelle capable de fonctionner lorsque les conditions et la volonté politique convergent. Cette inflexion ne relève pas d'un simple effet de selon la source, les trois pays du Sahel ne se contentent plus de construire un corridor logistique, ils réinvestissent des espaces que l'instabilité avait fragmentés. Le tracé ferroviaire traverse des zones agricoles, minières et industrielles stratégiques, transformant l'infrastructure en outil de présence étatique. Chaque nouvelle gare, chaque segment opérationnel réintroduit une continuité là où l'État ne parvenait à intervenir qu'épisodiquement. Cette dimension sécuritaire, souvent secondaire dans d'autres projets, devient ici centrale. Là où circulaient des groupes armés ou où la volatilité politique empêchait toute activité régulière, l'ouverture progressive des tronçons réorganise l'équilibre local. Les populations perçoivent ce changement comme une forme de stabilisation tangible. Dans ce mouvement, les discours de dirigeants comme Ibrahim Traoré insistent sur l'idée que reconstruire un espace économique implique simultanée souveraineté logistique et souveraineté territoriale avancent de pair. Ainsi, à parcours, le rail cesse d'être un simple instrument de mobilité. Il devient un levier qui reconfigure la relation entre territoire, sécurité, révèle une mutation plus profonde qu'annoncée au départ. Les effets concrets du projet se déploient simultanément sur plusieurs plans, touchant les États, les entreprises locales, les agriculteurs, les jeunes générations et plus largement l'ensemble du Sahel. La source permet de distinguer quatre groupes principaux, chacun affecté selon ses propres dynamiques. 1. Pour les États sahéliens, la première transformation concerne la capacité institutionnelle. En traversant des zones agricoles, minières et industrielles stratégiques, le corridor ferroviaire recompose la présence territoriale de l'État. Là où l'autorité publique n'intervenait qu'à intervalles irréguliers, les gares, les centres de signalisation et les équipes techniques créent un maillage stable. La source mentionne que certaines de ces zones étaient autrefois tenues par des groupes armés. Le rail agit donc comme un multiplicateur de souveraineté administrative. Les discours officiels, notamment ceux d'Ibrahim Traoré, réaffirment qu'un pays qui contrôle ses déplacements contrôle aussi sa trajectoire politique. 2. Pour les entreprises locales, l'accès régulier aux bassins de production réduit la dépendance aux routes incertaines. Les chaînes d'approvisionnement
fragilisés par l'imprévisibilité des trajets, gagnent en fiabilité. La source indique une amélioration de la fluidité entre les capitales, créant un climat plus propice à l'émergence de pôles économiques régionaux. Les petites entreprises, souvent les plus vulnérables aux variations logistiques, bénéficient de cette continuité. Elles peuvent en anticiper les rotations, ajuster leur stock et réduire les pertes liées au transport aléatoire. 3. Pour les agriculteurs et les jeunes générations, la REMEM sans pourcentage prémodifie directement la valeur de la production. Les agriculteurs voient leur travail réévalué à mesure que les récoltes atteignent les marchés en meilleures conditions. Pour les jeunes, le projet détient un rôle symbolique et pratique. La source insiste sur l'importance de centres de formation installés le long du tracé, signe d'un investissement dans les compétences locales. L'idée qu'un réseau peut être construit et exploité sans aide extérieure nourrit un sentiment inédit de capacité collective. 4. Pour le Sahel et l'Afrique élargie, à l'échelle régionale, le projet agit comme un prototype. La source suggère que de Ghana, Guinée, Tchad et Pourré, s'il prouve qu'une infrastructure stratégique peut être financée et gouvernée localement. Cet effet symbolique se propage dans les débats sur l'indépendance économique et les modèles de développement alternatifs. Ainsi, les conséquences du projet dépassent largement la seule mobilité régionale. Elles transforment la manière du producteur local aux institutions et envisagent leur marge d'action. Et OKEC devient un espace lorsque la connexion interne remplace l'extraction comme principe organisateur. Trois trajectoires possibles émergent pour les 6 à 12 prochains mois, chacune reflétant les dynamiques structurelles décrites dans la source et les tensions qui accompagnent la reconstruction d'un espace logistique autonome. Elles organisent les conditions dans lesquelles le projet pourrait évoluer. C'est la consolidation progressive. Dans l'hypothèse la plus probable, les trois pays poursuivent la mise en cohérence du corridor ferroviaire. Les tronçons déjà fonctionnels améliorent la circulation interne sans provoquer encore une transformation totale. La banque d'investissement reconçue comme un rempart contre les circuits de prêt, Exte stabilise son rôle et débloque plusieurs chantiers ciblés. Les marchés urbains gagnent en régularité, les flux agricoles se stabilisent et les petites entreprises commencent à intégrer le rail dans leur stratégie courante. Le réseau devient familier, modifie les habitudes économiques locales et prépare un socle durable. C'est l'accélération et la démonstration continentale. Si les zones traversées restent sécurisées, le projet pourrait franchir un palier plus rapide que prévu. Les gares intermédiaires deviennent des points d'attraction pour des activités formation technique, petits hubs industriels, pôles commerciaux régionaux. La source évoque la possibilité que d'autres pays africains observent ce modèle d'autofinancement. Ce scénario en matérialise le potentiel. L'exemple burkinabé, malien et nigérien devient alors un argument continental, renforçant même les positions politiques défendues par des dirigeants comme Ibrahim Traoré. Scénario: dégradé, pressions externes et fragilités internes. Certaines zones où l'État affirmait récemment sa présence pourraient connaître de nouvelles perturbations politiques ou sécuritaires. Les segments encore fragiles subiraient alors des ralentissements. La banque d'investissement régionale jouerait un rôle essentiel pour prévenir un retour aux circuits anciens. L'incertitude pèserait davantage sur les jeunes gênés mentionnés dans la source comme particulièrement sensibles à l'idée sans toutefois annuler le projet. Une recommandation de mépenser en horizon conditionnel. Plutôt que de privilégier une trajectoire unique, l'observateur se concentre sur les conditions qui rendent chaque stabilité locale, cohérence institutionnelle, continuité des flux. La robustesse du projet, plus que sa vitesse, devient la clé d'analyse. La compréhension du projet change radicalement lorsqu'on l'observe depuis l'expérience des publics concernés.
Pour celles et ceux qui suivent l'actualité du Sahel, la source montre clairement que le chemin de fer n'est pas seulement une infrastructure suppléile, devient un repère permettant de relire autrement les dynamiques régionales. Les récits habituels, centrés sur l'instabilité ou la dépendance, cèdent la place à une trajectoire qui affirme la capacité des pays à même leur espace économique. Pour ce public, le projet fonctionne comme une démonstration concrète d'autonomie, loin des discours abstraits. Pour les spectateurs intéressés par les enjeux économiques, l'impact est tout aussi direct. La source souligne que des commerçants et des producteurs perçoivent déjà des flux plus réguliers, moins de pertes en route, davantage de prévisibilité. La question n'est plus comment construire, mais comment maîtriser ce que l'on construit. Cette mutation de perspective résonne particulièrement dans un contexte où les chaînes d'approvisionnement ont longtemps été tributaires de routes incertaines. Pour celles et ceux qui s'intéressent aux dynamiques sociales, la transformation décrite dans la source atteint un autre niveau. Les centres de formation implantés le long du corridor, les activités naissantes autour des gares et l'idée qu'un réseau puisse se déployer sans aide extérieure offrent un avenir qu'ils peuvent contribuer à façonner. Le projet ne dessine pas seulement des infrastructures, il redéfinit des imaginaires. Ainsi, cette partie rappelle que le rail touche d'il réorganise des attentes, modifie des trajectoires et ouvre des possibilités là où elles semblaient limitées. La première étape consiste à consolider l'autonomie financière déjà amorcée. La source indique que les trois pays ont créé une banque d'investissement régionale afin de protéger le projet contre les circuits extérieurs. Pour que cette structure devienne un pilier durable, il faut unifier les protocoles d'audit, renforcer la gouvernance interne et garantir que les décisions d'allocation restent alignées sur les priorités locales. Dans plusieurs interventions publiques, Ibrahim Traoré souligne l'importance d'un contrôle strict des ressources nationales pour éviter tout retour à la dépendance. La deuxième étape repose sur la stabilisation des zones traversées. Le tracé ferroviaire passe par des espaces agricoles, miniers et industriels où l'État doit maintenir une présence visible et continue. La feuille de route mentionnée dans la source implique la création de postes de maintenance, de gares secondaires et d'équipes mixtes chargées d'assurer la sécurité. Chaque point fixe consolide la continuité territoriale et garantit que les flux économiques pourront se développer sans interruption structurelle. La troisième étape consiste à intégrer durablement les formations techniques au projet. Les centres professionnels et les écoles évoquées dans la source doivent devenir des institutions permanentes capables de former conducteurs, ingénieurs, techniciens et planificateurs. La maîtrise locale des compétences constitue un verrou stratéel, empêche que l'exploitation du réseau dépende d'interventions extérieures. Enfin, la quatrième étape vise l'harmonisation des marchés intérieurs. Les flux agroalimentaires, manufacturiers et commerciaux doivent être articulés autour du rail afin de réduire les pertes, stabiliser les circuits et renforcer l'économie domestique. Une planification coordonnée entre capitales devient indispensable pour synchroniser les volumes et renforcer la cohérence régionale. Ainsi, la feuille de route esquisse une transition structurée autonomie financière, présence territoriale, compétences locales, cohérence et les conditions essentielles pour transformer une infrastructure en outil durable de souveraineté. Lorsque ceux dont les gestes quotidiens ont révélé le sens profond du projet apparaissent avec une clarté nouvelle. Les gares qui émergent au milieu de terres autrefois isolées, elles, deviennent les marques visibles d'un territoire qui se reconstruit pas à pas. Chaque tronçon actif, chaque marché reconnecté, chaque chaîne logistique stabilisée témoigne d'une capacité collective que des décennies de dépendance n'avaient pu effacer. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré et les dirigeants sahéliens n'apparaissent mais pas comme des figures héroïsées,
mais comme des relais d'une aspiration déjà présente dans les communautés. Leur rôle consiste à un espace ne se transforme durablement que lorsque celles et ceux qui l'habitent reprennent prise sur leur avenir. Le rail devient alors ce fil conducteur entre des attentes dispersées, un lien qui rassemble ce qui semblait longtemps fragmenté. Et au terme de ce récit, une idée, c'est les ruptures véritables naissent d'expériences concrètes aussi sûrement que de décisions politiques. Ce projet, ça et celle de même, sans attendre des décisions venues de l'extérieur. À mesure que les gares se développent, que les corridors s'organisent et que les centres de formation prennent forme, une nouvelle manière de penser l'avenir circule parmi les populations. Dès qu'ils évoquent les transformations au Burkina Faso, les prises de position de dirigeants ou les analyses proches de témoignent d'un désir croissant de comprendre comment cette dynamique pourrait s'étendre à d'autres régions. Pour les observateurs attentifs aux évolutions du Sahel, l'enjeu n'est plus seulement de suivre l'actualité, mais de participer au dialogue collectif qu'elle suscite. L'histoire contée par la source invite chacun à confronter ses analyses, à les partager, c'est l'anus bâtir lorsque l'autonomie devient réellement possible.